Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette journée marathon à l'Assemblée nationale. Les députés, vous le savez, se sont penchés sur la loi de finances rectificative, une plénière qui se tient dans un contexte économique tendu avec des ajustements budgétaires jugés cruciaux par le gouvernement. Le point, c'est avec Abib Faye. À peine la séance ouverte, le ton est monté entre le président de l'Assemblée nationale et le député Abdoumbo. Tactique bi ngay utiliser pour wax ci yëf yi ñëpp xam nañ ko bul abuser ñëwal ci yëf yi rek directement. Président, je peux motiver verbalement ma demande loolu la règlement bi intérieur wax je motive verbalement ma demande. yow demande bi ak li ngay wax ni. non mais damay wax lan moo tax bëgguma ñu délibérer loolu kay tubaab la. Ce dernier a tenu à rappeler que la dette contractée par l'ancien régime s'élevait à 10 100 milliards de francs CFA en 5 ans, avant de dénoncer le niveau d'endettement actuel qui est de 10 150 milliards de francs CFA, mais cette fois en moins de 2 ans seulement, un chiffre qui alimente les critiques sur la gestion des finances publiques sous le nouveau pouvoir. Et examinant le projet de loi de finances rectificative 2025, on constate un sérieux problème de gouvernance économique et financière avec un régime plus soucieux de son confort que de l'épanouissement des populations. On exige des explications créditées sur la destination de 10 200 milliards contractés en 14 mois d'exercice, dont 4 500 milliards en 2024 et 5 700 milliards prévus en 2025. À titre de comparaison, sous le régime précédent, de 2019 à 2024, s'élevait seulement à 10 150 milliards en 5 ans. Le témoin est passé à Thierno Al-Sansal. Le parlementaire a, à son tour, pointé du doigt le montant jugé exorbitant de la caisse noire du chef de l'État. 9 milliards de... Les 9 milliards de la caisse noire qu'on juge illégale, ça pourrait construire plus de 4 grands amphithéâtres de 2000 places bien équipés. Avec cet argent-là, on pourrait aussi bâtir 10 restaurants universitaires de 1500 places. Et pourtant, on continue à faire grève parce qu'il manque des restaurants dans nos universités. Regardez à l'université Cheikh Anta Diop, il y a des étudiants qui font des TD jusqu'à 22 heures. TD de 22 heures. Journée marathon et débat houleux à l'Assemblée nationale, les députés examinent la loi de finances rectificative en séance plénière, dans un climat marqué par de vives tensions. L'après-midi promet d'être tout aussi animé avec la tenue du débat d'orientation budgétaire, un autre rendez-vous majeur dans un contexte économique difficile. Marche pacifique des populations du village de Ngatchepol et environ, c'est dans la commune de Ngatchenaoudé. Ces villages ne disposent d'aucune infrastructure sociale de base depuis l'indépendance à nos jours. Ils n'ont jamais bénéficié d'électricité ni de postes de santé, encore moins de routes de bonne qualité. Elles ont tout simplement interpellé l'État du Sénégal. Je vous propose d'écouter M. Ridouane Diallo, porte-parole des habitants. limu bâtiment yi daanu di yóbbaale bakkan doon que cet élément que nous n'excluons pas de vous transmettre lors de nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais en titre, l'enquête sur la mort de Modumba Kendiaye, agressé le 5 juin 2025 devant son domicile à Afia 6, Yembel Komiko. L'enquête avance donc à pas de géant. Le commissaire de police Ousmane Diop, en charge du commissariat d'arrondissement de cette localité, nous fait le point au cours de cette édition. Plusieurs suspects sont interpellés. Un dernier suspect est en fuite, mais il est activement recherché. Il s'agit du dernier sur la liste. Je vous propose d'écouter le commissaire Ousmane Diop. Commissaire de police Ousmane Diop, en charge du commissariat d'arrondissement de Yembel Komiko. Au nom de l'inspecteur général Bamsi Dundour, directeur général de la police nationale, d'abord je tiens à présenter mes condoléances à la famille de Modumba Kendiaye. Je vais revenir sur l'interpellation des 6 individus présumés meurtriers à la suite d'un vol avec violence commis la nuit en réunion ayant entraîné la mort de Modumba Kendiaye. Les faits se sont déroulés le 5 juin 2025.
jour-là, le service a reçu un appel téléphonique aux environs de 22 heures, signalant 3 individus à bord d'une moto-scooter qui aurait suivi discrètement la victime, Modou Kendiaï, convoyeur de fonds d'une entreprise de la place devant la devanture de son domicile et l'ont agressé à l'aide d'armes blanches et de s'emparer de son sac contenant la recette journalière de la dite entreprise. Sans désemparer, après avoir avisé la hiérarchie et le procureur de la République près le tribunal de notre ressort, un transport a été immédiatement effectué sur les lieux. Nous avons pu constater que le domicile objet des lieux du crime est équipé de caméras de vidéosurveillance. 3 individus à bord de motoscooters ont suivi Modou Kendiaï et l'ont agressé devant la devanture de son domicile et ont pris la fuite. Grâce aux outils de dernière génération de la police nationale, mais aussi au professionnalisme des éléments, nous avons pu identifier un d'entre eux, connu dans le secteur, un certain DS, qui, selon les déclarations, habiterait à l'arrêt Baïfal. Après leur forfait, ils se sont rendus directement à Guédiawaye, aux abords des bandes de Filao, où ils se sont partagés le butin, qui, selon ses dires, tourne autour de 8 millions. D'après lui, il n'a reçu de ces 8 millions que la somme de 1 300 000 francs. À Saint-Louis, les producteurs de la région ont démarré les récoltes dans plusieurs unions. À Mundom, plus de 2000 hectares de terre ont été emblavés. Les producteurs réclament toutefois le soutien de l'État pour faire face aux oiseaux granivores. Ils ont également demandé l'effacement de la dette de 9 milliards au Seynou Diop à Bipsek. C'est le début de la récolte du riz dans beaucoup d'unions du département de Dagana. Dans cette partie nord du pays, les producteurs ne cessent de réclamer l'accompagnement de l'État pour faire face aux oiseaux granivores. L'État doit nous aider pour faire face aux oiseaux. Ils envahissent les champs tous les jours avec des pertes énormes. L'État doit aussi effacer la dette des producteurs. Cela va nous permettre de produire plus dans cette zone. À Mundom, plus de 2000 hectares ont été emblavés par les producteurs grâce à des partenaires. La commercialisation du riz paddy est également plus rapide. Et eux, ils ont pris l'engagement de non seulement de prendre, d'acheter notre production, mais surtout d'acheter le surplus de production. Donc, et ça fait un bien. Dans cette union, les producteurs ont emblavé plusieurs centaines d'hectares grâce à la CFA, un partenaire qui vient à son heure pour soulager l'union de Mundom avec ses milliers d'hectares. Sur les 2400 quelques hectares, la CFA a financé 808,65 hectares. Donc précisément sur 2437,79 hectares. Aujourd'hui, on souhaite une demande que nous espérons légitime que la SFA continue à nous accompagner par uniquement sur le plan agricole, mais aussi pour améliorer notre cadre de vie ici à Mundom. Ces pas de danse des acteurs culturels montrent la belle saison des producteurs, une fête où le premier partenaire, la SFA, a été honoré pour son accompagnement. Une bonne nouvelle, le port de Ziguinchor est à nouveau ouvert au débarquement des bateaux industriels. Le ministre de la Pêche, qui est en visite de travail dans la région, a annoncé avoir signé un arrêté en ce sens. Dr Fatou Diouf a également promis le soutien de l'État aux acteurs de la pêche artisanale qui s'activent dans la région. Je vous propose de l'écouter. Elle est au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Les problèmes peut-être principaux qu'ils nous ont exposés, c'est le problème de sécurité. Parce que vous l'avez vu, le site est ouvert, il n'y a pas de clôture. Et donc nous allons essayer de les accompagner. C'est un problème que nous avons déjà réglé en amont. Parce que comme vous le savez, ici les navires n'étaient pas autorisés. Jusqu'à une période récente, les navires n'étaient pas autorisés à débarquer du poisson ici à Ziguinchor. Donc ça, c'est suite à un arrêté, n'est-ce pas, du ministère qui avait identifié le port de Dakar comme le seul port apte sur le plan sécuritaire, n'est-ce pas, à accueillir ces produits. Mais dernièrement, le département y a beaucoup travaillé et nous avons pu trouver une solution. Et moi-même, j'ai signé l'arrêté
Et désormais, les navires peuvent venir débarquer au port. Et je pense qu'avec ça, le problème de l'approvisionnement est réglé. Bien sûr, on peut parler de relance de la pêche ici à Ziguinchor, comme partout au Sénégal. Parce que là, c'est la volonté du gouvernement. J'ai l'habitude de le dire, le chef de l'État accorde une importance particulière à la pêche. Le Premier ministre aussi est dans cette même dynamique. Et les premiers conseils des ministres thématiques, le premier conseil des ministres thématiques a été consacré à la pêche. Le centre de santé de Sangalkam vient d'inaugurer son service de radiologie, une nouvelle maternité ainsi qu'un service d'accueil modernisé. Une avancée saluée par le personnel médical mais qui reste insuffisant face aux besoins d'une population de plus de 300 000 habitants. Le médecin-chef, Dr El Hadj Malick Diouf, plaide la construction urgente d'un bloc opératoire. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bamba Samb. Pour la radio aussi, c'était une prestation qui manquait ici. Donc avant cette radio, les populations allaient jusqu'à Rufisque, jusqu'à Pikine pour bénéficier d'une radiographie. En cas d'urgence, d'accident, de traumatisme, on prenait l'ambulance, on mettait du carburant et les populations allaient jusqu'à Pikine, jusqu'à Youssoumbargane pour payer 10 000 francs, 15 000 francs. Et aujourd'hui, la radio est là à la portée et ça va faire un gain de temps et aussi un gain également économique pour les populations. Et également une rapidité dans le sens des cas. Si je l'ai dit dans mon discours, moi, dans le court moyen terme, ce qu'on veut être, c'est élever en hauteur pour avoir un espace pour la vaccination. Ici, les enfants, lors des vaccinations, les enfants sont en contact avec les accompagnants, avec ceux qui viennent faire de la radio. Et à long terme, on veut un bloc opératoire. Sangalkam aujourd'hui a doublé sa population. Et on attend presque 1900 grossesses attendues. Et sur ces maisons, on attend également 1300 complications obstétricales. Donc aujourd'hui, il nous faut un bloc SONU qui prend en charge, en tout cas, qui prend en compte les femmes enceintes pour lutter contre la mortalité. C'est ça notre projet. Heureusement qu'Agitip est là, qui a construit la maternité, et on nous a promis quand même, avec l'appui des ministères et les plaidoyers de sécurité, de faire une nouvelle phase d'extension pour construire un bloc opératoire qu'on va utiliser pour ça. À la une de l'actualité également, ce soir, Touba Fall Mboucher dans l'arrondissement de Meouane, une localité pas comme les autres sur place. Ce sont les habitants eux-mêmes qui se sont investis pour développer leur village. Eau, électricité, assainissement, infrastructures sanitaires, voirie. Tous les équipements sont mis en place par les populations de ce village. Le seul bémol, l'accès encore difficile de la localité. Les habitants demandent justement le bitumage de l'axe Méré Touba Fall Mboucher. Le reportage sur place est signé Charanta Diop et Célatia. Touba Fall Mboucher, situé à 8 km de Ngaye Méré et à 2 km de Ndankokounte, un village pas comme les autres. De très belles maisons sont visibles partout, un cadre de vie idéal. Tous les équipements sont mis en place par les populations elles-mêmes. C'est nous qui avons tout financé. Le village a été électrifié depuis 1992. C'est un village très bien organisé. On a tout ici. Des géomètres, il y a des médecins, des industriels, le reste à l'extérieur, etc. Ces actes posés rassurent l'adjoint au sous-préfet de Meouane. Ce que vous voyez ici, d'abord le lotissement du village, les maisons construites dans le village. On dirait que nous ne sommes pas à l'intérieur de Kayor. Honnêtement, on se croirait aux Almadies, on se croirait aux Maris. C'est des gens qui sont tellement conscients, qui veulent tellement développer leur terroir. Malgré ces investissements, Touba Fall Mboucher souffre d'un manque criant d'infrastructures routières. Mais le président de la République, son premier ministre, le gouvernement du Sénégal, nous dimbalent. Mais notre problème majeur, c'est l'accès au village, la route Ngaye Méré Touba Mboucher. Nous demandons aussi aux autorités à ce que la route Méré Touba Fall soit bitumée. L'autoroute à péage Dakar-Saint-Louis traverse même le village. Une première dans l'histoire de l'arrondissement de Meouane, un chef de village élu à l'unanimité. Il s'agit de Serigne Alioune Mbaye, installé ici par le sous-préfet de Meouane.
Angor, la semaine de l'environnement s'achève ce week-end avec des opérations de nettoiement. Une journée de mobilisation ce samedi des habitants mais aussi des autorités alors que les déchets laissent place à la propreté. Le maire de la commune Magaye Ndiaye a rappelé avec force l'importance cruciale de protéger notre environnement. Alassane Ba et Modou Diop pour plus de détails. C'est une forte mobilisation des populations d'Angor. Pour clore la semaine de l'environnement, le maire et les citoyens de la commune ont organisé une vaste opération de nettoyage. L'objectif est double, rendre leur localité impeccable et sensibiliser chacun à mieux préserver son environnement. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour organiser un grand set-setal avec toutes les populations d'Angor, Almadi, Virage et tous les quartiers. Donc c'est le lieu de les remercier, de les inviter à davantage redoubler d'efforts pour qu'ensemble nous travaillons sur les questions liées à l'environnement, à l'entretien, mais également à la préservation de notre biodiversité. Parce que la baie d'Angor a été classée parmi les plus belles baies au monde. Donc aujourd'hui, c'est une question de responsabilité pour sauvegarder notre biodiversité, mais mettre en avant ce que nous avons de spécial qui est nos plages, nos côtes, mais également notre commune. Merci. Nous ne devons pas attendre tout des dirigeants de notre pays. Nous devons avoir à l'esprit que nous devons œuvrer pour l'avancement de notre pays. Ce combat que nous menons aujourd'hui, nous le faisons pour nous-mêmes, pas pour monsieur le maire. Inch'Allah, nous allons tout faire pour aider monsieur le maire à rendre notre commune propre. Le 5 juin est la journée mondiale de l'environnement. Angor en a fait une priorité absolue. C'est pourquoi toute une semaine a été dédiée à cette célébration. Cette édition est la deuxième, parce que nous l'avons organisée l'année dernière. Donc, qui connaît le mois de juin, le 5 juin est la journée dédiée à l'environnement. Mais pour la commune d'Angor, l'environnement est prioritaire dans nos engagements et dans notre vision. Et pour cela que nous avons décidé de prendre toute une semaine pour parler de l'environnement. Le mardi, on a eu à organiser un panel avec des spécialistes pour parler des questions liées à l'environnement, mais pour montrer et mettre en avant le fait qu'Angor est une commune d'exception. Ces actions vont se poursuivre tout au long du week-end. Après ce grand nettoyage, plusieurs artères de la commune seront reboisées. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, marche pacifique des populations du village de Ngatchepel et environ. Ça se passe dans la commune de Ngatchenaoudé. Ces villages ne disposent d'aucune infrastructure sociale de base. De l'indépendance à nos jours, ils n'ont jamais bénéficié d'électricité ni de postes de santé, encore moins de routes de bonne qualité. Elles ont tout simplement interpellé l'État. Je propose d'écouter tout de suite M. Redouane Diallo, leur porte-parole. Situé dans la commune de Ngatchinaoudé, dans le département de Guinguinéo, dans la région de Kaolack, les villages de Ngatchipel constituent un ensemble de villages et de bourgades qui se situent au centre de la commune de Ngatchinaoudé. Ils polarisent notamment Ngatchipel, Ngatchibofel, Ngatchinarga, Sare Pate, Sare Gagnado et Gourfi. Ces villages où on retrouve le village mère de la commune de Ngatchinaoudé, à savoir Ngatchipel, qui témoigne nettement une existence séculaire estimée à environ 500 ans. C'est l'originaire de ce village au nom de Samba Gabouba qui a fondé ce chef-lieu de la commune. Malgré cette ancienneté, ces villages historiques n'ont jamais été électrifiés depuis l'indépendance. Ces habitants ont longtemps été victimes de promesses des gouvernements précédents, alors que jusqu'à présent, aucun de ces engagements n'a été tenu. Polarisant une population de plus de 1000 habitants composée d'agriculteurs et d'éleveurs, ces villages demeurent confrontés en plein fouet d'un manque criard d'infrastructures sociales de base. En plus de son enclavement caractérisé par une absence totale de toute infrastructure routière, il demeure profondément handicapé par l'absence d'une source d'énergie qui est devenue essentielle à la vie de l'homme, à savoir l'électricité. Cette absence d'électricité pèse aujourd'hui lourdement sur le bien-être de la population. Le sport à présent, alors qu'Augustin Senghor officialise sa candidature pour un 5e mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de football, des voix s'élèvent pour interroger plutôt l'avenir du football national. Le journaliste sénégalais Mansour Loum salue les acquis de son magistère tout en posant une question centrale. Le football sénégalais n'a-t-il pas besoin d'un nouveau souffle? Nous l'écoutons au micro de Mamadou Ndiaye. Donc aussi la question se pose sur est-ce que finalement il n'est pas arrivé
à bout de sa politique ou à bout de quelque chose, est-ce qu'il ne faudrait pas insuffler un nouveau souffle pour le football sénégalais? Parce que c'est ça aussi qu'il faut regarder. Il faut regarder le football sénégalais dans son ensemble. Il n'y a pas que la sélection nationale A ou les sélections nationales masculines, féminines, U20, U17. Il y a aussi le football sénégalais, le football local, le football du quotidien, c'est-à-dire le championnat, les académies, le football féminin. Est-ce que ces choses-là se développent? Quand on voit actuellement le championnat sénégalais de football, est-ce que ce championnat sénégalais de football se développe? Il y a de quoi se poser des questions. Donc, c'est en ça que, sur le bilan, en tout cas, d'Augustin Senghor, moi, je serais assez mitigé et j'aurais tendance à dire qu'il serait quand même temps de passer la main parce que 4 mandats, c'est long. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, des bonnes, des très très bonnes, des moins bonnes aussi. Il est peut-être temps de laisser la main à d'autres parce qu'aussi, en fait, quelque part, continuer comme ça avec un seul homme, c'est comme si au Sénégal, il n'y avait pas d'autres compétences, d'autres visions. Donc, il est peut-être temps aussi pour le football sénégalais de passer à autre chose, voir autre chose, et surtout qu'il y a une nouvelle génération de joueurs et aussi des dirigeants dans certains clubs qui peut-être ne sont pas en adéquation avec la vision que peut avoir Augustin Senghor et qu'un nouveau président avec une vision neuve ou peut-être qui correspondrait plus à ce que certains souhaitent mettre en place peut être bénéfique au football sénégalais dans son ensemble. Et nous quittons le gazon vert pour les parquets. Les Lions du basketball viennent de terminer la phase externe de leur préparation à l'Afrobasket 2025 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Celle interne aura lieu à Saly. C'est une annonce du sélectionneur adjoint Madiène Fall qui ajoute qu'elle sera plus soutenue et axée sur la tactique. Nous l'écoutons. Lorsque nous serons donc en phase interne, on va voir les schémas tactiques sur le plan défensif et sur le plan offensif, en vue donc des matchs amicaux qu'on va jouer. Bien vrai qu'il reste encore beaucoup de choses à faire sur le plan physique, mais on va encore connaître ce travail-là et à greffer donc comme on le dit, des systèmes de jeu. Voilà, on les a travaillés aujourd'hui. On va pousser les ongles en regroupement interne, Inch'Allah, lorsque nous serons donc à Saly. Saly 1, on a un train d'entraînement donc, à côté donc, de l'hôtel. On peut même marcher donc en y allant, donc ça nous permettra donc d'avoir une quantité de travail extrêmement importante. Et là, on peut travailler donc matin et soir, tout simplement. Le problème d'embouteillage ne se posera pas, surtout par rapport au bus et par rapport à la circulation. Et là, on sera tranquille aussi. Tamsir Bari succède à Adama Gueye à la tête de la Fédération sénégalaise du jeu de dames, élu à l'unanimité. L'expert comptable à la retraite fixe déjà ses objectifs. Parmi ceux-ci, féminiser un peu plus la discipline, la mettre au programme scolaire afin d'inciter les jeunes à s'y intéresser. Le compte rendu de l'AG avec Chersad Boudjara et Amadouba. Tamsir Bari, nouvel homme fort du jeu de dames au Sénégal. Promoteur et mécène de la discipline, il est élu président de la fédération par acclamation. Un plan d'action en bandoulière. Il n'y a rien de nouveau au soleil. Ce que je me propose de faire, c'est de donner un cachet plus officiel à mes interventions. Donc j'intervenais en tant que privé et il y avait certaines choses que je ne pouvais pas faire étant hors de la sphère étatique. Maintenant que je suis président de la Fédération sénégalaise de jeux de dames, je peux me permettre de mener certaines actions. D'abord, il faut réhabiliter le jeu de dames, le faire renaître de ses centres. Ensuite, essayer de rechercher de nouveaux talents au niveau national, de détecter des jeunes pour assurer la relève. Il faut redynamiser les ligues régionales, puisqu'elles étaient dans une quasi-léthargie. Actuellement, donc, il faut les réhabiliter. Il faut aussi féminiser la discipline, puisqu'on s'est aperçu en fait qu'on n'a pas de championnat féminin. Autre ambition de Tamsir Bari, mettre le jeu de dames à l'école. Nous comptons effectivement saisir les autorités pour qu'à l'instar de l'échec, le jeu de dames puisse être aussi inclus dans les programmes scolaires. Parce que si vous regardez au niveau national, le jeu de dames est beaucoup plus populaire que les échecs. Les échecs sont réservés à une élite et il n'est pas normal que cette discipline soit incluse dans le programme scolaire alors que le jeu de dames est toujours en rade, alors qu'il est beaucoup plus populaire. Autant d'objectifs que le nouveau président de la Fédération sénégalaise de jeux de dames compte mener à bien collégialement. L'union des acteurs faisait défaut à l'équipe sortante.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. À suivre après ce 20h, Daniel Diouf qui reçoit les forces de défense et de sécurité catholiques qui préparent activement la 8e édition de leur pèlerinage marial prévu du 4 au 6 juillet prochain dans la ville sainte de Popenguine. Très bonne suite de programme en notre compagnie. Merci.